Bienvenue à Fleurie-Naissance, un podcast qui explore l'enfantement libre au Québec. Les sagesses méconnues pourront émerger à travers les récits racontés par des femmes qui ont repris l'autorité et la pleine responsabilité de leur corps, de leur bébé et de leur naissance. Je suis votre hôte, Avital Greenfield. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, on a Rachel qui vient nous parler de sa passion, qui est d'être une doula et aussi plein d'autres choses. Alors, Rachel, est-ce que tu voudrais t'introduire? Oui, ben merci à Vital pour l'invitation. Mon nom c'est Rachel, je suis une doula. Je fais aussi des formations doula et des soins traditionnels postpartum. Alors, ça c'est vraiment ma passion. La raison pourquoi j'ai commencé à être doula, c'est vraiment après mon expérience d'accouchement que j'ai vraiment adoré la première fois que j'ai accouché à la maison. Et ce que je me suis rendu compte au fait que les femmes autour de moi, quand on échangeait nos expériences, c'était vraiment des expériences traumatisantes et négatives pour la plupart d'entre elles. Puis je trouvais ça juste aberrant et comme je trouvais que les femmes en fait se faisaient vraiment voler leur expérience d'accouchement qui peut être une expérience tellement transformatrice, tellement spirituelle, qui nous permet d'évoluer, qui est vraiment une expérience importante, je trouve. Alors, je voulais faire partie du changement par rapport à comme améliorer les expériences des femmes. Dans le fond, tu dis que tu as accouché à la maison, tu avais accouché avec une sage-femme. Et comment ça s'est passé? Oui, alors au fait, j'ai accouché ma première parce que mon mari est américain. Alors dans le temps, j'habitais aux États-Unis quand j'ai accouché ma première. Alors j'ai trouvé une sage-femme privée que je trouve que c'est vraiment un système merveilleux que j'aimerais vraiment qu'on ait ici aussi au Québec où est-ce que on peut vraiment choisir la personne qui nous convient. C'est pas vraiment comme un imposé. Puis, oui, j'avais une sage-femme. Ça m'a vraiment choquée parce que tu sais, ma sage-femme, elle est très comme retirée, comme elle est pas, elle s'est pas vraiment impliquée dans mon processus d'accouchement. Puis moi, parce que tu sais, j'avais dans ma tête, j'avais une idée que comme, tu sais, la personne va être là pour comme t'aider, puis comme te dire quoi faire et tout, mais c'était pas ça l'expérience du tout. Elle est venue éventuellement comme vers la fin de l'accouchement. Elle est restée dans mon salon. Puis moi, tu sais, j'étais en train d'accoucher dans l'eau avec mon mari. Puis quand c'était le temps de pousser, elle est juste venue s'assurer que tout allait bien. Puis c'est moi qui ai attrapé mon bébé et tout. Mais c'était tellement une expérience puissante pour moi, juste le fait de l'avoir fait dans mes propres termes, avec mon intuition, avec mes capacités. Puis c'était vraiment une belle expérience qui m'a vraiment changé, qui m'a donné beaucoup plus de confiance en moi en tant que personne. Wow! C'est vraiment... Alors, c'était vraiment comme un enfantement non assisté presque, vu que c'était une sage-femme, mais plus libérale, on peut dire. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment au Québec, malheureusement. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que tu penses, en fait, de des sages-femmes et pas des sages-femmes en tant que telles, mais du système des sages-femmes au Québec, comment tu le changerais dans le fond? Hmm, c'est vraiment une bonne question. J'ai pensé à ça souvent, vu que j'ai eu l'expérience des deux, parce que j'ai accouché aussi mes deux autres, j'ai trois enfants en fait. Alors mes deux autres, j'ai fait des accouchements à la maison aussi avec des sages-femmes ici au Québec, avec différentes maisons de naissance aussi. Je trouve que ça dépend vraiment. Je trouve qu'il y a des sages-femmes qui sont vraiment appelées à faire ce travail-là, ce métier-là. Mais dans mon expérience en tant que doula et aussi avoir accouché à la maison, je trouve qu'il y a aussi des sages-femmes qui sont beaucoup plus médicales. Puis c'est ça que je disais, c'est que c'est dommage qu'on peut pas vraiment choisir la sage-femme qui nous convient parce que j'imagine que pour certaines personnes, tu sais, ils sont contentes ou bien avec ça, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient avoir, tu sais, une approche beaucoup moins médicalisée, beaucoup moins administrative, beaucoup plus humaine. Puis c'est un peu dommage qu'il n'y a pas au fait cette possibilité-là d'avoir comme des pratiques privées où est-ce qu'on peut vraiment choisir une personne puis une philosophie qui va avec nous, en fait. Puis dans ton école de doula, c'est quoi ton approche? C'est quoi ta philosophie? Qu'est-ce qui t'anime en fait à faire ça?
Dans mon école de doula, au fait, la raison pourquoi j'ai commencé, c'est vraiment parce que il y avait pas, au fait, de formation doula qui traitait des sujets, de la culture, des réalités, au fait, des femmes de ma communauté, fait que des femmes afrodescendantes, africaines, des femmes noires. Puis, je voulais vraiment amener ça parce que ça manque beaucoup, notamment, tu sais, dans le système médical, il y a des réalités auxquelles on fait face. C'est sûr, tu sais, le racisme, la négrophobie, les préjugés et tout ça. Mais aussi, on a des choses très culturelles, la façon qu'on est avec notre famille, les pratiques traditionnelles qu'on fait autour de l'accouchement, de la grossesse et du postpartum, qu'on n'a pas au fait, on n'a personne qui nous offre ça. Fait que moi, j'ai dit, c'est sûr que c'est nous-mêmes qui doivent créer ça pour nous. C'est pour ça que j'ai créé ça. Dans mon école de doula, je dirais que pour moi, c'est vraiment important que les étudiants comprennent et valorisent beaucoup l'accouchement physiologique. Mais la réalité, c'est vraiment qu'on veut aider le plus de femmes possible. Et la plupart des femmes, tu sais, on n'est pas prête à vraiment faire ce grand saut-là encore. Puis ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, tu sais, je suis correcte avec ça. Je suis correcte à prendre les gens où est-ce qu'ils sont, puis vraiment pouvoir les aider où est-ce qu'ils sont. Parce que c'est pas tout le monde... Ouais, c'est vraiment une minorité de personnes qui sont capables de avoir confiance en elles après, tu sais, 25, 30, 35 ans d'années où est-ce qu'on t'a dit que tu t'es pas assez, t'es pas bonne, t'es pas assez bonne, ton corps est comme un problème, ton corps c'est une source de honte ou quelque chose que tu dois cacher. Alors, tu sais, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour amener une majorité de femmes à ce point-là, de vraiment s'accepter, de se faire confiance à son corps, à sa physiologie, à sa puissance féminine. Mais nous, on veut vraiment aider les femmes où est-ce qu'elles sont. La majorité sont dans comment on dit ça, des aspects hospitaliers, en fait. Fait que c'est sûr que la formation va vraiment couvrir ça beaucoup. Mais le côté physiologique, c'est très, très, très important pour moi, honnêtement, parce que c'est sûr que tu sais, j'ai accouché à la maison, c'est ma passion. Mais j'aimerais vraiment aider le plus de femmes possible. Ouais, fait que ça, c'est un peu... Je sais pas si... C'est parfait. Et tu travailles comme doula aussi ou tu fais seulement ton école? Non, je travaille comme doula. Je fais ça à temps plein depuis un peu plus de 2 ans, je pense. Mhm. Avant, je faisais ça plus à temps partiel, mais maintenant, tu sais, je fais vraiment ça à temps plein et j'adore vraiment ça. Alors, je pense pas m'arrêter bientôt. J'aime beaucoup accompagner les femmes, j'aime beaucoup accompagner les femmes dans leur grossesse et aussi dans leur accouchement. Les empuissancer comme empowered, comme les faire sentir comme qu'elles sont capables, que ont toutes les réponses qu'elles cherchent sont à l'intérieur d'elles, que tout le monde qui est autour de toi, au fait, sont là pour te soutenir, mais tu sais, c'est toi qui enfante, puis c'est toi qui dois faire ce travail-là de vraiment comme te faire confiance, puis embrasser ta puissance. Fait que ça, c'est vraiment ma passion. J'aime beaucoup accompagner, puis je vais pas arrêter. Puis quand tu formes des doulas, c'est quoi, tu dirais, le plus grand obstacle des femmes qui veulent devenir des doulas? Qu'est-ce que tu penses qui leur retient le plus de pas atteindre leur plein potentiel, disons? Oh ouais, ça c'est, je trouve que c'est totalement le côté financier, le côté business, parce que comme je dis dans mes formations, être doula, c'est vraiment quelque chose, moi en tout cas, je crois que c'est quelque chose que tu es déjà. La plupart des gens, ou toutes les personnes qui s'inscrivent, c'est des gens qui font déjà ça d'une manière ou d'une autre. Comme, même de la même façon que moi aussi, quand j'ai commencé avec les gens autour de moi, j'étais pas formée comme doula. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Puis c'est pas intéressant pour des gens qui ont pas ça au fait. C'est pas intéressant pour des gens qui ont pas cette passion puis cette empathie de passer comme 20 heures avec quelqu'un pendant qu'elle est en train d'accoucher. C'est pas quelque chose que tu vas vouloir faire. C'est vraiment quelque chose que tu es déjà. Et cette partie compassionnée, ce côté très féminin, ce côté très nurturing que la personne a, ça peut vraiment interférer avec le côté business, avec le côté marketing, avec le côté comment je fais pour avoir des clientes. Parce que d'habitude, on veut le faire parce on aime aider au fait. Fait que dans ma formation, c'est vraiment important pour moi de former les femmes aussi à pouvoir développer une entreprise parce qu'à la fin de la journée, il faut que tu puisses aussi nourrir ta famille. Il faut que ça soit aussi durable, que ça soit quelque chose que tu puisses faire sur le long terme. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'accompagnements gratuits qui m'ont vraiment vidé de mon énergie, qui m'ont amené en burn-out, comme c'est pas quelque chose de durable parce que
tu peux pas le faire sur une longue période de temps. Puis c'est comme, pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse avoir des systèmes, des accompagnatrices qui sont là sur une longue période de temps, quelque chose qui est durable, qu'on peut se soutenir avec. Comme ça, c'est pas comme après 2 ans d'accompagnement, t'as plus la force de continuer. Ce qui arrive souvent, je trouve, dans notre domaine en tant accompagnante à la naissance. Oui, j'adore ta réponse. Je peux totalement attester que c'est vrai. C'est vraiment difficile d'accompagner gratuitement parce que dans le fond, ça prend tellement de ton énergie que c'est un peu même ridicule de le faire à quelque part. Tu sais. Mais en même temps, beaucoup de doulas veulent aider, veulent offrir ce service-là à des femmes plus vulnérables, qui ont moins d'argent. Puis souvent, on dit aussi que comme le côté business, c'est plus homme, tandis que la femme est plus communale et plus, elle a envie plus d'aider. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dis? Je suis, je suis tout à fait d'accord, mais moi, encore une fois, tu sais, je trouve on a tous d'énergie masculine et féminine. Ça, c'est aussi un concept que j'enseigne dans mon cours, c'est que on a tous différents pourcentages. Si on peut le voir aussi dans notre corps, dans notre physiologie, où est-ce que les femmes, on a de la testostérone, les hommes ont de l'estrogène. C'est ce qu'on a dans différents pourcentages. Fait que c'est vraiment un peu pouvoir jouer avec ces énergies-là dans différentes facettes de notre vie. Fait que c'est important d'avoir ces connaissances-là, d'avoir cette compréhension-là. Comme ça, on peut comprendre que, OK, quand je suis dans le côté business, je dois vraiment me mettre plus en connexion avec l'énergie masculine, qui peut être un peu contre nature pour des personnes empathiques, communautaires, et aimante comme tu sais comme la plupart des doulas sont. Mais oui, mais c'est quand même important pour la durabilité. Après ça, c'est important de mettre des structures en place. Tu sais, l'énergie masculine est là pour une raison, tu sais, pour la structure, pour quelque chose qui peut être sur le long terme. Fait que c'est pour ça que bien se positionner avant de pouvoir donner des services gratuits de peu importe c'est quoi. Aussi bien définir qu'est-ce que tu fais gratuitement. Comme tu peux pas t'étendre infiniment pour chaque personne. Par exemple, pour moi, tu sais, je peux faire un accompagnement gratuit par année. Je peux faire je donne des consultations gratuites aussi à tout le monde. Où est-ce que j'essaie de vraiment donner le plus d'informations, les plus d'aide possible pendant ces 20 minutes-là. Mais c'est vraiment définir au fait ton bénévolat, qu'est-ce que tu offres gratuitement pour que ça soit quelque chose qui sorte de ton surplus puis pas qui vienne prendre de ta survie. Je trouve ça très intéressant qu'il faut bien définir les choses pour qu'on puisse vraiment aussi nous-mêmes savoir qu'est-ce qu'on est prêt à offrir gratuitement et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à offrir. Puis c'est tout à fait correct aussi de penser à nous, à notre famille, puis pouvoir aussi gagner notre vie, dans le fond. Et est-ce que tu te considères comme une féministe? Qu'est-ce que tu penses du féminisme en général? Oh my God, je sais pas, cette question, c'est comme, je pourrais dire oui, mais comme, j'aime pas non plus le terme. Je trouve que c'est un terme très important. Mais encore une fois, je trouve que c'est aussi quelque chose de très culturel. Si je regarde, par exemple, à mes origines, euh, avant la colonisation, on n'a pas les mêmes réalités par rapport à la façon que on traitait les femmes, au fait, dans notre société. C'est dans notre société, les femmes avaient de la place, les femmes étaient en charge de ressources, les femmes pouvaient être reines ou avoir des conseils, pouvaient être chefs, étaient chefs aussi religieuses dans la plupart des sociétés africaines. Fait que c'est vraiment, tu sais, on a été colonisé, qu'on a commencé à prendre, au fait, ces paradigmes un peu plus européens ou occidentaux où est-ce que tu sais le paternalisme puis la misogynie comme est vraiment comme au centre un peu de ces sociétés-là. Fait que pour nous, tu sais c'est un peu c'est un peu difficile pour moi de dire oui, c'est sûr que je supporte au fait ce mouvement-là pour sûr, mais pour moi, tu sais, il y a vraiment un côté aussi de déconstruction où est-ce que comment est-ce qu'on fait pour différencier les cultures puis comme revenir avec euh, ma culture, tu sais, d'origine, puis me reconnecter à ça avant de comme je sais pas, avant de comme tout mélanger. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je trouve que, tu sais, on a un gros travail par rapport à ma communauté à comme revoir comme comment est-ce que nos ancêtres voyaient la vie et se reconnecter à ça avant de comme un peu embrasser, tu sais, tous les problématiques des sociétés occidentales. Parce que ça, je trouve que c'est quelque chose aussi, mais là, on parle comme un peu plus
Mais tu sais, je dirais que tu sais, les sociétés occidentales, beaucoup de fois, tu sais, ils vont vraiment pousser au fait toute leur problématique sur le monde entier. Ça veut dire que tu sais, la façon que eux ils voient la vie, ben c'est comme ça que tout le monde devrait voir. Puis c'est pas vraiment la réalité au fait. Tu sais, dans les systèmes indigènes, les femmes étaient pas traitées de cette manière. Puis on avait une perception vraiment différente de la vie, la nature, la communion hommes et femmes au fait. Oui, je trouve ça intéressant que tu parles en fait de la culture. Dans le fond, tu mets ta culture un peu avant, disons, les problèmes plus féministes. On peut dire ça comme ça. Tu penses que c'est la priorité ou Oui, comment tu... pour moi personnellement, comme je trouve que comme on a été vraiment déconnecté au fait de notre langue, de notre culture, de nos origines, de nos ancêtres, de comment on voyait la vie, pour moi c'est plus important comme de se reconnecter un peu à ça avant. J'aime pas non plus me mettre des titres, que ça soit comme religieux ou autre. Mais tu sais, j'ai vraiment de l'appréciation au fait pour tout. Je trouve qu'il y a de la valeur au fait dans tout. Puis c'est sûr que je me vois définitivement, tu sais, dans beaucoup de valeurs féministes. Moi, je vais vraiment par rapport aux valeurs, puis on peut être d'accord sur 90% des choses sans être d'accord sur 100% des choses, puis c'est correct, tu vois ce que je veux dire? Puis je sais qu'on vit dans un monde où est-ce que maintenant c'est comme 100% ou rien, mais moi, je vis pas dans un monde comme ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, dans la société occidentale où est-ce que la femme a été tellement oppressée pendant longtemps et juste, tu sais, comme complètement traitée comme inférieur et pas autonome. Tu sais, on le voit dans le système médical. C'est ça que j'explique aussi à mes étudiants dans l'information, c'est que tu sais, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment les découlés au fait, tu sais, du paternalisme, de la misogynie qu'il y a eu dans le système occidental pendant des années, pendant des centaines d'années, peut-être des milliers, je sais pas, comme j'ai pas trop super étudié l'Occident autant, mais mais c'est ça, c'est sûr que ça nous affecte parce qu'on vit dans cette société-là. Mais pour moi, comme j'essaie vraiment de me dissocier plus, comme, tu sais, vraiment décoloniser ma façon de penser, fait que ça prend une dissociation des cultures, ouais, ça prend comme une reconnexion à ma culture avant de pouvoir vraiment comme regarder qu'est-ce qui se passe, puis voir où est-ce que moi je rentre là-dedans, en fait. Oui, j'aime ça que tu veux pas, dans le fond, te faire comme étiqueter comme féministe, on peut dire ça comme ça, surtout qu'il y a tellement de branches différentes de féminisme de nos jours. Il y a le féminisme libéral, intersectionnel, le Mhm. féminisme radical. Maintenant, on se perd un peu dans les définitions aussi, puis on a notre propre définition de ce que c'est le féminisme. Fait que c'est vraiment... euh, je trouve ça, je me reconnais vraiment dans ça. Je trouve ça très, très intéressant. La profession de doula, est-ce que tu penses que c'est une profession viable pour garder seulement cette profession-là ou tu penses qu'on devrait, et c'est vraiment pour bien vivre, est-ce qu'on devrait travailler à une autre profession? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi je pense que tu peux totalement vivre de la profession de doula, tout à fait. Ce que j'ai toujours à mes étudiantes, c'est que ben, juste au Québec, on est 89 000 naissances par année à peu près. Fait que c'est sûr qu'il y a différentes manières de trouver comme même si tu peux même comme maximum si tu fais 4 accouchements par mois, qui est quand même beaucoup là. Ça te fait 48 personnes là comme tu sais. Fait que oui, il y a de la demande, il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis moi je compare toujours aussi au fait que les gens, des fois, ils savent pas pourquoi c'est nécessaire, mais c'est à nous de faire cette éducation-là, de comme un peu faire un peu le média parce que tu sais c'est vraiment comme ça que le monde fonctionne, c'est avec les médias. C'est pour ça que tu sais on a ce podcast ensemble, c'est pour amener tu sais l'information aux gens directement, puis vraiment comme les questionnements, puis l'éducation. Ben l'éducation est nécessaire pour que les gens voient que oui, finalement j'ai besoin d'une doula, parce que j'imagine que toi aussi tu as t'as parlé à des gens où est-ce qu'ils savent même pas au fait qu'ils se sont fait violer leurs droits pendant leur accouchement, puis c'est toi qui leur annonce, puis ils sont comme waouh, comme j'avais même pas pensé à ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de manque de connaissances, puis je trouve que, tu sais, avec le plus de connaissances que les gens vont avoir, le plus qu'ils vont être portés à vouloir avoir ce service-là. Euh,
Après ça, il y a tellement différentes manières des doulas. Tu peux faire des cours prénataux, tu peux faire des suivis grossesse seulement aussi, tu peux faire des accouchements, des accompagnements. Maintenant, il y a l'accompagnement virtuel même. Tu peux faire le postpartum, comme moi, je fais des soins traditionnels, par exemple, postpartum. Tu peux faire aussi le postpartum continu pour les personnes qui ont besoin d'aide avec leur bébé, puis qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de village, tu sais. Fait que ça, il y a tellement d'opportunités. Oui, je pense que tu peux totalement vivre de ça. Et c'est quoi les soins traditionnels? Qu'est-ce que tu fais comme soins traditionnels après la naissance? Alors, pour les soins traditionnels, je fais les bains aux feuilles. Alors, dans ma culture haïtienne, on a le bain feuille qui utilise, tu sais, des feuilles pour aider avec la détente des muscles, mais aussi la guérison du périnée et de la diminution de l'inflammation. Il y a aussi des aspects spirituels pour ça, tu sais, comme par rapport à ta connexion avec le bébé, aussi comme fermer le processus d'accouchement. On a aussi le sauna vaginal ou comme le steaming. Ça aussi, c'est des pratiques que j'ai apprises de ma grande tante qui était genre, qui est comme assez âgée, mais tu sais, elle m'a appris comment le faire. Puis c'est sûr qu'on l'adapte, tu sais, modernement, là. Mais ouais, juste s'asseoir au-dessus, tu sais, de la vapeur avec des plantes aussi pour aider à la clarification de l'utérus. Puis juste comme que les bienfaits aussi des plantes puissent entrer dans tes tissus qui sont assez bien vascularisés, tu sais, après un accouchement. Fait que ça, c'est des choses que je fais. Aussi les massages, l'enroulement du ventre, alors le banc des ventres, comme ça, c'est des choses qu'on fait traditionnellement dans mon pays, puis dans beaucoup de pays afro-descendants ou africains. Puis vous avez beaucoup de médecine traditionnelle dans le cours. Est-ce que tu enseignes ça, les herbes et tout ça, comment traiter le monde avec les plantes? Alors, pour ce qui est des herbes spécifiques et tout, on a comme dans la formation globale, on a comme un peu l'initiation à ça, mais après, il y a des cours plus spécifiques pour vraiment aller plus en détail, plus profondément, parce qu'encore une fois, c'est pas des pratiques qui sont seulement physiques, ou est-ce que comme, ok, on s'assoit sur un pot. Tu sais, il y a vraiment un aspect spirituel derrière, une philosophie derrière aussi. Fait que c'est important pour moi aussi de transférer ça aux gens quand je leur enseigne. C'est pas seulement comme, tu sais, s'asseoir dessus, puis c'est vraiment aussi tout ce qui vient derrière ça. Pour tu sais, le bien-être de ton utérus, de ta santé utérine, puis de ta connexion genre à comme on dit au divin féminin comme fait que ça c'est des choses que oui on peut faire en spécialisation. Wow, je trouve ça vraiment beau. Puis en fait, j'imagine que tu accompagnes beaucoup de femmes qui sont soit de ton origine ou d'autres femmes noires qui se sentent comme si une sœur vient, tu sais, comme veiller sur elles, puis offrir des soins traditionnels. C'est tellement comme spécial, puis je trouve que c'est tellement important pour le postpartum en fait, parce que c'est ça qui nous manque un peu Ouais. dans le postpartum, c'est qu'on a besoin d'une sœur ou d'une tante ou d'une grand-mère qui va vraiment veiller sur nous, s'occuper de nous, nous offrir quelque chose qui vient de notre origine, et puis moi je trouve ça vraiment extraordinaire parce que souvent en tant que moi aussi, je suis pas née ici, fait que souvent, même pour les accouchements, et des fois, tu te sens comme un petit peu détaché de si c'est quelqu'un qui n'est pas de ton origine, euh, même s'ils t'offrent vraiment les meilleurs soins possibles, c'est quelque chose plus euh, sur le point émotionnel ou comme tu dis spirituel même, qu'on a besoin de cette connexion. Fait que je trouve ça vraiment extraordinaire le fait que tu puisses offrir ça. La majorité de tes accompagnements, est-ce que tu les fais à la maison, à l'hôpital? C'est quoi le pourcentage à peu près? Ouh, je dirais que la majorité des personnes que j'accompagne vont être à l'hôpital, mais il y a quand même un bon pourcentage qui vont être à maison de naissance.
parce que je trouve que, tu sais, déjà, quand tu es en maison de naissance, tu as déjà cette compréhension un peu plus poussée de, tu sais, l'accompagnement, l'importance, puis, tu sais, l'espace qui est important aussi de créer pour avoir un accouchement comme euh, confortable, sécuritaire pour ton corps. Fait que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent qui ont déjà pris ces démarches-là ou qui sont déjà ouvertes à prendre ces démarches-là. Puis moi, je les pousse, je suis comme, oui, 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 vas-y. Mais je dirais, si j'essaie de faire un pourcentage, je dirais peut-être 75% hôpital, 20% maison de naissance, 25, ouais, probablement 24,5% maison de naissance, mais j'ai vraiment un petit pourcentage qui font actuellement à la maison. La plupart des gens sont encore comme pas trop confortables à le faire à la maison, puis ils vont le faire en maison de naissance. Mais ouais, ça c'est comme un peu mes chiffres là. Est-ce que ça Ouais. t'est déjà arrivé d'accompagner quelqu'un qui a fait un accouchement non assisté ou un accouchement qui est sur le bord de non assisté ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai fait ça, mais en virtuel. J'ai fait ça en virtuel. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour les accouchements non assistés, moi, je suis totalement pour les mamans, comme je trouve que c'est quelque chose qui est naturel, qui est normal, qui devrait être un droit. Puis ça, c'est une des choses aussi pourquoi j'ai commencé ma formation, juste parce que dans la formation que j'avais faite, il disait que tu peux pas accompagner les accouchements non assistés, puis ça résonnait pas avec moi. C'est sûr que tu sais, on va pas se mentir que pour les doulas, tu sais, il y a quand même beaucoup de risques d'accompagner les accouchements non assistés, mais moi, je fais des accompagnements virtuels pour ça, si jamais quelqu'un est intéressé. Juste parce que, tu sais, c'est mes limites, mes boundaries. Mais c'est sûr que je vais jamais décourager quelqu'un de suivre, au fait, son intuition par rapport à ça. Ouais. Je trouve ça très important que tu parles des boundaries, du fait que, en fait, il faut vraiment qu'on puisse connaître nos limites de ce qu'on est confortable de faire. Quand tu enseignes ça à d'autres doulas, comment tu les aides à définir leurs boundaries? Comment ils savent, elles vont savoir que là, ok, ça c'est ma limite, j'accompagnerai pas dans telle situation. Ça dépend vraiment de chaque personne. C'est pour ça que dans ma formation, tu sais, j'ai du coaching parce qu'encore une fois, comme ça, c'est quelque chose qui manquait dans la formation que j'ai pris. J'ai pris plusieurs formations, mais il n'y avait pas vraiment comme ce rapport. Parce que moi, je dis que, tu sais, être doula, c'est quand même une transmission, tu sais, encore une fois, mon programme s'appelle Transmission Maternité parce que je trouve que cette transmission-là, on en a besoin. Comme entre femmes, genre de femme en femme, de génération en génération comme ça se faisait avant. C'est un peu genre le concept que moi, je trouve qui est très important. Puis c'est pour ça que, tu sais, pour moi, j'accompagne mes doulas comme je les laisse pas juste faire comme, OK, fais tes modules, puis comme vas-y toute seule. Tu sais, ça prend une sorte d'encadrement, puis, tu sais, de questionnement, puis d'avoir quelqu'un qui est là pour répondre à tes questions. Fait que ça dépend pour chaque personne. Mais moi, tu sais, encore une fois, pour ce qui est de empuissancer les gens, c'est que je peux pas te dire c'est quoi tes limites, c'est toi qui dois les définir. Je peux te pousser à te questionner, mais vraiment c'est important pour toi de définir tes propres limites. Tu peux pas laisser quelqu'un d'autre les définir pour toi. Fait que c'est ça. Je les aide un peu à trouver leur réponse elles-mêmes. Est-ce que ça t'arrive, si pas nécessairement accouchement à la maison sans assistance, mais peut-être même dans un contexte hospitalier, ça t'arrive que tu refuses quelqu'un euh, quand ils veulent que tu les accompagnes. C'est sûr que tu sais, je peux pas prendre tout le monde. Fait que si c'est par rapport à si c'est par rapport à comme j'ai pas de place, là présentement, tu sais, parce que avec tu sais, mon entreprise maintenant, j'ai beaucoup plus de demandes. Je suis rendue à une place que oui, peut-être que je vais être plus sélective avec les philosophies qui matchent plus avec moi. Ça veut dire comme des personnes qui veulent vraiment avoir un accouchement physiologique à la maison, parce que c'est ça que moi personnellement qui comme c'est ça que j'aime, c'est ça qui me passionne. Puis c'est là que je trouve aussi que je peux vraiment aider les gens plus par rapport à leur processus émotionnel, spirituel et mental pour arriver à cette place où est-ce que tu sais, c'est toi qui es en train de d'accoucher au fait, tu vois. Mais non, je refuse pas des gens pour des raisons arbitraires. J'ai pas vraiment de liste de comme oh je prends pas des gens qui font ça ou des gens qui font ci. Je vais vraiment avec la personne en tant que telle. Ouais, j'aime beaucoup ton vibe. Je trouve ça vraiment cool que
En fait, t'es très ouverte, mais tu vas quand même savoir comme ah ça, je peux pas prendre trop de monde non plus là parce que c'est normal, tu sais. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, tu refuses pas vraiment quelqu'un pour X raisons, mais tu vas quand même aller avec au ressenti puis tout ça. Ce que je trouve très très important en fait. Puis comme tu disais avec le coaching, je pense effectivement c'est très intéressant qu'en fait tu offres une on peut dire même une formation supplémentaire en fait parce que c'est les personnes qui ont fait la formation, c'est comme c'est très théorique, mais après ça, ils viennent dans ce monde, puis ils savent pas nécessairement quoi faire dans telle situation, parce qu'il y a tellement, il y a autant d'accouchements qu'il y a de femmes, fait que c'est vraiment, on a toutes des accouchements différents, puis peut-être qu'ils s'attendaient pas à telle chose, puis là tu peux offrir vraiment de l'aide, quelque chose de plus qui pourrait les accompagner dans leur rôle de doula, comme une accompagnante d'une accompagnante, on peut dire ça comme ça. Oui. Tellement, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais tu sais, mais c'est aussi, comme je t'ai dit, quand on regarde, puis moi, je pense que c'est même, tu sais, dans les cultures occidentales, c'était comme ça aussi avant, c'était les femmes qui accompagnaient les femmes. Puis d'habitude, c'est pas seulement une femme, tu sais, c'est un groupe de femmes qui accompagnaient la femme qui accouche ou la femme qui est en travail. Fait que c'est aussi cette manière-là un peu qu'on peut le voir. Puis c'est important aussi d'avoir, comme en tant que doula, des places comme des safe places, comme où est-ce qu'on peut venir parler des choses difficiles, parce que dans les accouchements, tu vas avoir des choses difficiles, tu vas avoir des choses très dures à digérer. Puis nous, où est-ce qu'on va pour parler de ça, tu sais, à qui on peut en parler. Fait avoir un groupe comme ça, où est-ce que tu peux venir au groupe pour parler d'une situation difficile, puis avoir un peu, tu sais, ce relâchement, puis des personnes pour partager aussi ce fardeau-là, où est-ce que tu peux pleurer, puis tu peux dire comme moi, cet accouchement-là était très difficile, puis cet accompagnement était très difficile, ou, tu sais, peu importe c'est quoi, ma cliente, elle a eu une fausse couche, comme, c'est vraiment important pour nous de comme rebâtir, au fait, nos réseaux comme ça qu'on avait avant de femmes, où est-ce que on parle, fait que j'ai aussi des plans, tu sais, de faire des cercles de femmes, rebâtir ces choses-là qu'on avait qui étaient tellement, tellement importants pour nous. Puis le village, comme tu as dit, comme le village qu'on a besoin aussi pour nos enfants et pour nous-mêmes en tant que femmes. Fait que, ouais. Quelle misconception, on peut dire ça comme ça, que tu dirais que le monde a le plus de ce que c'est un accouchement physiologique? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas généralement quand il s'agit d'enfantement Hmm. physiologique? Ah, moi, je trouve que c'est que les gens, ils comprennent juste pas comme à quel point c'est comme eux-mêmes qui bloquent leur accouchement des fois. Comme moi, je trouve que ça, c'est une des grosses choses comme que j'essaie de vraiment communiquer pendant nos séances ensemble avec mes clientes. C'est que c'est vraiment toi comme qui peut bloquer ou qui peut accélérer par rapport à ton état d'esprit, puis par rapport à la façon que tu embrasses au fait cet événement-là. Parce que, tu sais, je dis souvent, tu sais, pendant les préparations, comme, tu vois une femme qui est en travail, puis comme quand une contraction arrive, ou une vague arrive, elle est comme, non, puis elle se ferme, puis elle ferme ses jambes, puis elle se tend, c'est comme, qu'est-ce que tu es en train de communiquer à ton corps, c'est que tu veux pas accoucher. Fait que vraiment, tu sais, jouer avec faire comprendre aux gens comme la puissance de leur état d'esprit, puis vraiment que l'accouchement physiologique, c'est la même façon, moi je dis la même façon que tu sais, que ton corps, il fait ton bébé. Il développe ton bébé. Tu sais, c'est pas toi qui dis à ton corps quand faire le cerveau de ton bébé. C'est pas toi qui dis à ton corps quand il doit, je sais pas moi, avoir son système nerveux, son système immunitaire qui se développe, peu importe. C'est vraiment un processus qui se fait seul, mais que nous, on peut bloquer avec des choses externes. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont besoin d'assistance pour même pour concevoir par exemple, mais encore une fois, tu sais, c'est un pourcentage de personnes qui est assez minime, de la même façon que c'est un pourcentage de personnes assez minime qui ont besoin d'assistance pour comme vraiment compléter leur enfantement là. Fait que moi, c'est ma philosophie, la façon que je le vois. Mais je trouve que c'est vraiment quand tu viens face à face avec le fait que tu dois, comme c'est toi qui doit accoucher, c'est toi qui doit faire comme que ça arrive, là. Puis il y a des gens qui sont juste pas prêts à comme accepter cette réalité-là. Tu sais, il y a pas, dans cette initiation-là d'enfantement, il y a pas de, tu peux pas regarder comme à ta doula ou à ta sage-femme ou à ton médecin pour comme faire comme fais-le pour moi, comme tu peux pas. C'est vraiment toi qui dois le faire. C'est comme, c'est quand même assez,
lonely, comme c'est vraiment personnel, c'est vraiment individuel avec ton bébé. Puis nous, on est juste là pour te faire comme bravo, t'es capable, mais c'est ta décision, puis comme c'est toi qui dois laisser ton corps faire ce processus-là, puis c'est toi qui dois embrasser cette puissance-là qui vient de toi pour comme faire sortir ce bébé-là. Puis il y en a qui ont juste peur de leur puissance. Fait que moi, je pense que c'est un peu ça pour moi, la façon que je le vois. Mais c'est une décision. Puis je dis ça même aux femmes, tu sais, même pendant la péridurale, tu sais, comme, si t'as une péridurale puis tu dois pousser comme il y a personne d'autre qui pousse pour toi. Puis c'est vraiment arrivé à ce point-là où est-ce que comme, c'est juste moi qui peux faire ça. Comme il y a personne d'autre qui peut le faire. Puis le plus tôt que tu décliques dans ton accouchement, que c'est toi qui dois le faire, ben le plus tôt que je trouve que le mieux ça va aller au fait. Mais en tout cas, ça, c'est moi, c'est la façon que je le vois. Mais toi, raconte-moi un peu de ton côté, comme qu'est-ce que toi tu vois, comme qu'est-ce que tu perçois de l'accouchement physiologique. Que oui, ça devrait venir de la personne, de la maman qui accouche. Et puis souvent, ce qui nous bloque, c'est que je pense, c'est que on met la responsabilité sur d'autres personnes. On a comme cette tendance ou cette croyance Mhm. profonde, préconçue, qu'on devrait responsabiliser les autres personnes pour notre propre enfantement. Tandis que si on prend la Mhm. responsabilité sur nous, puis on se dit non, non, c'est moi, c'est ma responsabilité, je prends la pleine responsabilité de mon corps et de mon accouchement, de mon bébé, de tout ce qui va arriver. Et là, je pense que c'est cette mentalité-là qui va nous aider peut-être à avoir ce déclic-là, justement, comme tu dis. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme exactement la façon que je vois les choses aussi. C'est toi qui es responsable. Puis c'est ça au fait. Je pense que la façon qu'on est socialisé en tant que femme, c'est comme on n'est jamais responsable de nos émotions, de nos corps. Tu sais comme on nous apprend que on doit comme regarder à quelqu'un d'autre pour nous dire quoi faire. Tu sais, c'est le médecin qui va te dire quoi faire, c'est tu sais, ton père qui va te dire quoi faire, ou peu importe. Puis là, rendu à l'enfantement, où est-ce qu'on découvre que finalement, la puissance de la création, tu sais, c'est nous qui avons ça. Puis il y en a qui sont, on est juste pas prête à accepter au fait ce fait, puis à embrasser au fait ce fait-là. Fait que moi, je trouve que c'est ça, enseigner aux jeunes femmes depuis le début que la puissance puis tu sais, de la femme en tant que c'est quelqu'un qui est vraiment le portail des âmes comme c'est tellement important parce que moi en tout cas la façon que je vois puis ça là on va parler un peu plus tu sais, des trucs plus spirituels la façon que moi je vois la vie la façon que tu sais dans notre paradigme la façon qu'on voit la vie aussi tu sais en tant qu'afrodescendant c'est plus comme c'est plus la femme qui est la créatrice. Puis l'énergie de la création, en fait, c'est pas seulement pour enfanter. Tu sais, en tant que femme, on a beaucoup d'énergie créatrice où est-ce que on crée des projets, on crée des choses, on crée des communautés, tu sais, on crée tellement de choses en tant que femme. Puis le processus d'enfantement, c'est juste une réflexion de ça. Fait que c'est aussi embrasser ce côté-là de création que beaucoup d'entre nous on n'a pas embrassé parce on n'a pas appris à embrasser ça. Puis comment est-ce que ça relate au fait à l'accouchement aussi, comment ça relate à l'enfantement. Si t'as jamais pu porter tes projets que tu avais à cœur, des projets qui viennent vraiment de toi, de ton essence. Jusqu'au bout, ça peut être aussi difficile de le faire pour la première fois en enfantement, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à faire comprendre aux femmes comme si des choses que tu as à cœur, des choses qui viennent à toi, des idées que tu as, comme de les explorer, puis de faire ce processus d'enfantement de cette idée, ça va aider pendant l'enfantement aussi d'un bébé. Oui, j'aime beaucoup le côté créatif, que l'accouchement est un événement créatif, en fait. Je pense que c'est ça, on le détache en fait souvent de peut-être la créativité de notre paradigme. Euh, mais c'est vraiment ça, Mhm. c'est vraiment quelque chose de créatif, tu sais, c'est vraiment on crée littéralement, on crée quelque chose
puis c'est quelque chose de si mystérieux, puis que juste les femmes peuvent créer. Puis on sait pas comment ça arrive, puis même nous, on fait pas grand-chose pour le faire, mais on crée pareil, c'est notre corps qui le fait, ce qui est très, très mystérieux, absolument magique et d'un autre monde. Tout à fait, puis je voulais rajouter quelque chose à ça parce que ça, c'est une des choses aussi dans ma formation qui est super importante ou dans ma philosophie en tant que doula. Tu sais, vraiment remet genre la sacralité de l'accouchement comme un événement sacré parce que je trouve que maintenant, avec la médicalisation, je trouve ça tellement honteux la façon qu'on traite les femmes en train d'accoucher. Comme, j'ai déjà été dans un accouchement, tu sais, où quand je venais juste de commencer, ça m'a vraiment marqué. Où est-ce que, tu sais, la maman est en train de pousser, puis genre le médecin est en train de parler de sa fin de semaine, là. Comme, tu sais, je trouvais ça tellement, genre, ça m'avait tellement choqué, tu sais, que on est en train de d'être témoin comme d'un événement aussi comme puissant et comme t'as dit magique, puis comme quelqu'un peut se permettre de juste comme parler de comme oh je m'en vais au chalet et tout la fin de semaine, comme je trouvais ça tellement comme un manque de respect à comme qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis moi je trouve que c'est vraiment tu sais à nous en tant que femmes de comme rétablir comme cette sacralité là dans l'accouchement, comme c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de qui mérite de l'honneur puis du respect. Puis tu sais les personnes qui sont autour de cet événement là devraient vraiment être comme en mode genre je sais pas comment dire ça là mais comme très respectueux comme en vénérance en révérence au fait à la personne qui est en train de donner naissance comme fait que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important ramener ça puis c'est vraiment nous qui peut comme set de tone pour ça fait que moi tu sais j'enseigne à même si t'accouches en hôpital tu as le droit de mettre en place ces choses là pour pouvoir avoir un accouchement comme sacré où est-ce que tu sais tu as comme en tout cas, dans notre culture, quand quelque chose est sacré, tu sais, ça incorpore, tu sais, des éléments de la nature. Fait que, tu sais, tu as comme, tu sais, bon, c'est sûr qu'on peut avoir des bougies à l'accouchement, là, mais tu sais, des bougies, des plantes, de l'eau, comme des choses qui vont venir, comme, tu sais, faire cette connexion-là à la nature, puis aussi le respect autour de toi, comme quelqu'un qui est là pour comme s'assurer que, comme on parle pas de la fin de semaine pendant qu'il était en train d'accoucher à ton enfant, tu vois. Fait que ouais, je trouve que c'est très 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 important de ramener cette responsabilisation comme tu as dit, mais aussi la sacralité que c'est pas un événement banal que comme qui veut rien dire là, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait porter très haut dans notre société comme quelque chose de très important. Puis, je trouve qu'on verrait vraiment les bénéfices de ça à travers notre société par rapport à l'humanité, l'empathie, l'amour, puis tout ça au fait. Parce que si on accueille un enfant dans de telles conditions, ça va se refléter aussi dans notre société en général. Oui, tout à fait. J'aime ça que tu parles de ça, en fait, que comment on accouche et comment on traite les accouchements des autres. Ça, c'est vraiment ce qui peut refléter sur l'éducation qu'on donne à nos enfants, sur comment la société en grand est respectée et comment les gens sont respectés. Et je sais que tu as touché un petit peu sur le manque de respect pour les accouchements. Est-ce que tu dirais, je sais que tu voulais pas trop parler des violences obstétricales pour une raison, c'est quand même un sujet très lourd. Mais est-ce que tu dirais que les personnes, on peut dire multiculturelles ou les femmes noires, est-ce qu'elles sont plus enclines à avoir du manque de respect lors de leur accouchement que des personnes qui sont de cette origine? Euh, ben dans le fond, les recherches démontrent que oui. C'est sûr que, tu sais, par rapport aux femmes noires et aux femmes autochtones, oui. Par rapport au manque d'autonomisation, par rapport aux remarques désobligeantes, au manque de respect et tout, on est beaucoup plus à risque d'avoir des situations comme ça. Euh, Juste par rapport au racisme systémique, aux préjugés, de la même façon que tu sais, on parle de la misogynie puis du paternalisme qu'il y a pour les femmes, mais en tant que femme noire, c'est encore pire parce que il y a encore beaucoup de séquelles au fait de la colonisation et de l'esclavagisme qui découlent du système médical. Au fait, la plupart des
des médecins modernes, et notamment d'obstétrique. Et la gynécologie moderne a été développée au fait sur les femmes noires qu'on a utilisées comme cobayes, alors sans anesthésie, pour les torturer, pour faire des opérations, pour développer au fait des apparatus, des outils qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, il y a ces sources-là qui, on voit encore très prominents, comme qui sont très prominents en fait dans le système médical. Fait que, fait que oui, je trouve que c'est sûr que tu as beaucoup plus de chances si si t'es en train d'accompagner des femmes noires, autochtones, d'avoir du manque de consentement, du manque de respect, des violations des droits. Puis, si t'es pas équipé au fait pour faire face à ça, ça peut être très néfaste pour la personne. Euh, puis ouais, je sais pas comme quoi rajouter là parce que je veux pas comme rentrer trop dedans. Mais je peux définitivement dire que comme pour mes clientes, quand moi je suis là, elles sont définitivement mieux traitées. Ça veut dire que pour nous, c'est vraiment crucial d'être accompagné. Parce que quand tu as quelqu'un qui est là, qui est accompagnante, qui peut parler pour toi, qui peut être témoin de ce qui se passe, que tu es éduqué, que tu sais qu'est-ce qui se passe, que tu demandes des questions, que tu es prêt à garder le personnel médical accountable, comme, je sais pas comment dire ça là, mais c'est sûr que ton expérience va être différente. Merci d'avoir répondu à ça. C'est vraiment, je sais que c'est un sujet très lourd, tu sais, on veut pas trop rentrer là-dedans, mais je trouve ça quand même important de mentionner ça. Et puis, qu'est-ce que tu penses en fait, tu disais, la doula est là pour vraiment pour témoigner, mais aussi pour protéger un peu l'espace de la femme. Mhm. Qu'est-ce que tu penses d'autre que la doula peut faire pour justement protéger la femme contre les violences obstétricales ou le racisme systémique? Ben pour moi, je trouve que par rapport à l'éducation, c'est très important. La personne doit être éduquée. À la fin de la journée, toi, tu peux pas faire de décision pour elle non plus. Fait que pour moi, encore une fois, c'est vraiment empuissancer la personne, comme savoir c'est quoi la réalité des systèmes médicaux, ça veut dire comme c'est quoi les autres incentives, puis les autres incentives ou tu sais ils ont d'autres priorités des fois par rapport à tu sais, pour les protocoles, puis le déroulement ou la gestion de l'hôpital ou peu importe. Fait que savoir avoir ces réalités-là, savoir que ces réalités-là existent, c'est important. Après ça, moi, être éduquée par rapport à toutes les interventions médicales qui peuvent être proposées, lesquelles sont proposées le plus souvent et pourquoi, et quand est-ce que tu peux voir qu'ils sont proposés qui seraient vraiment nécessaires pour toi et quand ça serait pas nécessaire, en fait. Ça, c'est important à savoir. Après ça, c'est sûr que moi, je leur dis, d'avoir comme toujours recours parce que la seule façon que les gens ils comprennent c'est vraiment comme légal, fait que moi je leur dis tu sais, s'il y a vraiment quelque chose qui se passe là comme là il faut mentionner des trucs légaux parce que c'est la seule chose qui la dérange, fait que commencer à filmer puis dire que oui ben moi je vais contacter un avocat par rapport à ça ou comme je veux parler à comme on disait à l'ombudsman ou peu importe comme vraiment il faut pas laisser les choses passer ou les choses couler. En tant que doula, on peut aussi comme écrire qu'est-ce que nous on voit, qu'est-ce qu'on a vu, demander le dossier médical aussi. Puis dans le fond, juste garder les gens accountable comme il faut que tu sois sur tes gardes. Je trouve que la plupart du temps, quand on parle de violence systémique, de violence gynécologique, je veux dire, on pense que les gens ont notre meilleur intérêt à cœur. Fait que je pense qu'une des choses très importantes, c'est faire comprendre aux femmes, au fait, que la seule personne qui a ton meilleur intérêt à cœur, c'est toi. Le meilleur intérêt à cœur du bébé, c'est toi. Puis de vraiment responsabiliser la personne pour que il faut que tu puisses scanner, au fait, avec différents filtres, l'information qui t'est donnée. Puis, ouais, je trouve que ça, c'est important, puis être accompagné. Mais aussi faire comprendre aux gens, tu sais, quand tu choisis un accouchement, médicalisé à l'hôpital, ben ça, c'est les réalités auxquelles tu peux faire face. On va pas faire semblant, en fait, que ça existe pas.
Ou tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme, oh, moi, je veux même pas penser à avoir une césarienne, ou comme, je veux même pas penser à... Mais c'est comme, oui, il faut que tu y penses, parce que comme, tu sais, les statistiques te démontrent que comme si tu rentres dans cet hôpital-là, ou si tu rentres dans cet environnement-là, ben c'est comme, c'est une réalité. Fait que c'est important d'être préparé, dans le fond, à ces éventualités-là. Fait, ouais. Dès que tu rentres dans le milieu hospitalier, ça augmente les risques Exact. d'avoir des interventions incluant la césarienne, malheureusement. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, honnêtement, j'ai vraiment aimé la conversation. Merci vraiment pour l'invitation. Ce que je pourrais dire, c'est que, tu sais, je suis vraiment contente de ce que tu fais parce que c'est tellement important comme de d'éduquer nos sœurs, nos, f- nos, nos filles. Moi, je suis toujours pour il faut qu'on laisse des meilleures conditions à la prochaine génération, tu vois. Ça, c'est vraiment la vision que j'ai. Puis moi, je crois vraiment, tu sais, les femmes, on est très puissantes. Puis vraiment, quand on se met ensemble, c'est vraiment puissant, en fait. Alors, continuons à rebâtir nos villages, rebâtir nos communautés, rebâtir cette transmission, comme on a dit, tu sais, de femme en femme. T'as accouché, euh, t'as accouché, fait un accouchement autonome, comme il faut partager, il faut le dire aux femmes, il faut leur dire les bonnes choses parce que, tu sais, moi je pense qu'on est vraiment souvent sujette à des communications des médias qui incitent à la peur, qui incitent à la déresponsabilisation, tu sais, comme on n'a pas de puissance, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de choix, tandis que c'est faux au fait. Puis si c'est une idée qu'on accepte, ben c'est quelque chose qui va se manifester dans notre vie. Mais si on est vraiment comme non, tu sais, on est responsable de notre vie, on a le choix, on a de la puissance, on est capable. Puis avoir ces histoires-là positives au fait, ben ça vient rajouter à à cette force puis à cette confiance qu'on peut tout avoir parce que si toi tu l'as fait en tant que femme ben moi aussi je peux le faire puis si j'ai pas réussi à le faire ben qu'est-ce qu'on peut apprendre de mon expérience puis comment est-ce que moi je peux être soutenue par mes amis par mes filles par mes mamans par mes sœurs aussi pour passer à travers cette expérience là au fait puis apprendre la leçon que j'ai à apprendre de cette expérience fait que vraiment rebâtir les communautés de femmes c'est très 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 important fait que moi je pense que c'est ça que tu es en train de faire avec ton podcast alors, vraiment, merci pour ton travail. Merci. C'est vraiment gentil. Je suis toute nouvelle dans ce monde-là, alors ça me prend du temps à m'habituer. J'apprends de mes erreurs encore. Fait que oui, merci beaucoup. C'est très très gentil de ta part. Et dernière petite question, tu fais tes cours de doula en anglais ou en français? Les cours sont en français pour l'instant. Je vais développer un cours aussi en anglais bientôt. Mais je fais par cohorte. Alors, tu sais, comme j'ai dit, ça m'intéresse pas vraiment de juste faire la formation, puis il y a pas vraiment de suivi, il y a pas vraiment de soutien, il y a pas vraiment comme de communauté aussi derrière, tu vois. Fait que je le fais par groupe. Puis la prochaine, ça va être ouvert en septembre 2023. Puis ça dure 10 semaines. C'est 10 semaines. Ouais, ça dure 10 semaines. On a du coaching, on a des rencontres, on se voit à chaque semaine pour les cours en présentiel. Puis on a aussi la plateforme en ligne avec tous les documents et les vidéos, les documentaires. Il y a des livres aussi à lire. Alors c'est vraiment un cours assez intense, mais c'est vraiment pour vraiment former les personnes à être des doulas, des accompagnantes compétentes, qui peuvent vraiment aider les femmes dans n'importe quelle situation, que ce soit en accouchement physiologique, en accouchement à la maison, seule, avec sage-femme, à l'hôpital, en postpartum aussi. Alors c'est vraiment comme le but de ma formation, c'est de développer une communauté où est-ce que éventuellement, comme tu as dit, on peut avoir des accompagnements gratuits pour ceux qui en ont besoin. Parce que si on le fait en communauté, c'est pas lourd au fait sur chaque personne. Si on est en groupe de 4 ou 5 puis la maman elle accouche, puis la personne qui peut y aller. Si on a du financement, puis on est capable de le donner, comme d'aider quelqu'un à payer. Tu sais, c'est comme ça que c'est des trucs comme ça au fait qui sont durables. Mais quand on le fait individuellement, comme tu sais, nous deux on l'a fait, ça marche pas. Fait que tu sais, vraiment essayer de développer des solutions à long. Oui, c'est ça. Je trouve ça très intéressant, les organismes, en fait, non, à but non lucratif qui sont là justement pour aider les femmes qui n'ont pas nécessairement les moyens pour s'offrir une doula, mais veulent une doula pareille.
Moi, j'étais dans cette situation il y a quelques années, puis grâce à Alternative Naissance, je sais pas si tu connais, j'ai pu avoir une très bonne doula, en fait, que je me sentais vraiment proche de. Je suis encore amie avec jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'était vraiment extraordinaire. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a peut-être cette tendance-là de vouloir offrir des services gratuits à certaines personnes, ce qui est tout à fait normal. Mais oui, comme tu dis, on ne peut pas le faire toute seule. On a besoin d'une communauté, on a besoin de quelque chose qui se crée ensemble pour qu'on puisse offrir, dans les quelques cas que les personnes en ont besoin, les femmes en ont besoin, euh, de leur offrir ce service-là sans frais ou à frais très réduits. Ouais, exactement, exactement. Puis, en tout cas, la dernière chose que je vais dire, c'est que moi, tu sais, je crois vraiment à l'échange d'énergie aussi. Fait que je trouve que, tu sais, euh, moi, je vois chaque personne vraiment comme une entité, comme égale à moi, qui est puissante, qui a beaucoup de ressources. Alors, moi, je crois pas vraiment à tout gratuit, parce que je trouve qu'il doit toujours avoir un échange quelconque. Est-ce que ça doit seulement être de l'argent? Non, ça peut être des services, ça peut être peu importe. Mais c'est important pour moi que, tu sais, il y ait un échange. Parce que je trouve que quand il n'y a pas d'échange, dans notre paradigme, tu sais, tout est équilibré, l'équilibre. Et si quelqu'un reçoit tout le temps sans redonner, c'est pas équilibré. Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'incorpore. Tu sais, j'ai une OBNL aussi qui est en cours présentement, qui se développe. Et ça sera un de nos piliers aussi par rapport à, oui, on veut donner des accompagnements à prix réduit, mais on veut aussi comme que les gens soient impliqués, que comme cette mentalité-là aussi de comme recevoir, puis vraiment rien faire en retour, comme de la changer au fait, parce que je trouve que c'est ça aussi qui manque dans cette société-là, c'est que les gens, ils s'attendent toujours à recevoir des choses, mais ils sont pas prêts à rien faire au fait, à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors vraiment, c'est vraiment cette réciprocité qui est importante, puis qui est une des piliers au fait de la culture des cultures africaines de laquelle que moi je je viens. Alors ça aussi c'est quelque chose que je vais établir dans mon OBNL. Puis ouais, en tout cas merci beaucoup Avital. C'était tellement vraiment un beau plaisir de te parler. Merci pour l'invitation puis je te souhaite vraiment toutes les bonnes choses pour toi, ta famille et tous tes plans. Oui, puis je trouve ça vraiment comme très spécial, le fait qu'on en a parlé vraiment brièvement au début, là, du fait que tu m'as dit justement qu'on s'est rencontrés déjà en personne à Deux Montagnes quand on était, quand moi je vivais là-bas au début. En fait, alors je trouve ça très très spécial. Je trouve ça comme tu parles d'échange d'énergie, tu sais, fait que je trouve ça très magique puis spécial puis comme un peu meant to be, tu sais, Oui, c'est ça, j'ai je dit trouve qu'on ça est spécial. connectés, tout le monde est Oui, connecté, oui, exactement, exactement, oui, c'est beau. oui, c'est ça. J'adore tout ce que tu as dit. Merci beaucoup d'être là, puis merci pour ton temps et j'espère qu'on pourra refaire ça encore une fois. Oui, bien sûr. Peut-être en live la Oui, prochaine fois. oui, oui. Ok, super. Oui, Merci, Avita. parfait, merci.